Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, en chantant à vos débuts, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous n'imaginiez absolument pas qu'elle se poursuivrait aussi longtemps. Vous voici de retour avec un nouvel album où vous vous demandez entre autres pourquoi je chante. Eh bien, vous êtes aujourd'hui au micro de Sud Radio pour répondre à cette question, entre autres. Bonjour Michel Fugain. Bonjour Jacques, ça va? Écoutez, le fait de vous retrouver dans les clés d'une vie avec un nouvel album, c'est un privilège parce que vous êtes un exemple de jeunesse éternelle. On va parler de cet album tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, vous le savez car vous êtes déjà venu, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Aïe, aïe, aïe. Ah non, j'ai trouvé des dates importantes qu'on n'avait pas évoquées. D'accord. D'abord, le 2 août 53, ça ne vous concerne pas directement, mais c'est un jour de fête dans votre famille, car Henri Martin, un jeune marin militaire contre la guerre d'Indochine, est libéré. On est... mais moi j'en ai le souvenir. Hein. J'étais môme, 53, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Oui. J'en ai le souvenir parce qu'effectivement, on passait nos vacances à Valoris, ville communiste, d'accord. Et effectivement, Henri Martin est libéré. Et Picasso va passer par la place où le débouliste et des pétanques. Et mon père avait écrit sur le tableau noir qui était dans le espèce de truc en plat noir de bois là, comme ça. Il avait écrit que Martin était libéré. Et Picasso est passé là et il a dessiné en même temps. Sur le tableau, il a dessiné la colombe, la fameuse colombe de Picasso. Il l'a dessinée à la craie. Je sais pas ce qui est devenu. J'ai posé la question, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'il est devenu ce tableau? Parce que normalement il doit falloir la peau du cul. Et c'était extraordinaire. C'est un souvenir de môme invraisemblable, quoi. Oui, et il faut savoir qu'en avril 49, c'est Louis Aragon qui demande à Picasso de dessiner quelque chose pour le congrès mondial des partisans de la paix à la salle Pleyel. Et c'est là, sur l'affiche, que naît la fameuse colombe de la paix de Picasso. Oui, absolument. Alors, il se trouve que c'est Henri Martin. Tout à l'heure, j'ai dit Yves Martin. Non, Yves Martin, c'est un autre. C'est Henri Martin. Henri Martin. Ouais. Henri Martin qui avait été condamné à 5 ans de réclusion et à la dégradation militaire. Et il voulait pas faire la guerre. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, il a son nom dans des rues en France et même au Monopoly. Vous voyez. Je savais pas ça. Alors, il se trouve que justement, votre maison à l'époque à Valoris se trouvait juste en face de celle de Picasso. Oui, absolument. Oui. C'était chemin de la Gabelle. Voilà. Exactement. Et c'est des souvenirs de môme, tu peux pas imaginer. C'est gravé à vie, quoi. Mais complètement. Mais la vraie maison de votre cœur de l'enfance, Michel Fugain, c'est à Vorep quand même. Ah oui, c'est la grande maison de Vorep, oui. Car ça, elle est restée aussi dans votre souvenir. J'y suis passé il y a pas longtemps encore. Je présentais à ma douce, à ma Sanda. La maison, elle est toujours là. Ils ont pas changé grand-chose, ils peuvent pas changer. Et c'est une maison. D'abord, c'est la même maison où je suis môme, d'accord. Et je sais où étaient tous les endroits, le secrétariat de ma mère, le cabinet de mon père, la salle d'attente derrière qui donnait sur la rue. Plein de gens dans cette espèce de. C'est très vieux, quoi. C'était de la pierre par terre, c'était incroyable. Avec la porte rouge, elle est encore rouge, et il y a encore les traces des haches des Autrichiens, mais tu le crois? Et la maison est occupée aujourd'hui encore? Ah oui, bien sûr. Puis je crois bien que c'est encore un médecin. Oui, voilà. Alors il se trouve que votre père a été en prison. Il y a quelqu'un qui l'a libéré. Et l'histoire est extraordinaire. Écoutez cette voix. Quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Louis Amade. Car je crois que votre père a été en prison et a été libéré par le chef de cabinet du préfet de l'Indre dans des conditions surréalistes. Il a eu une idée. La vérité, c'est que j'ai été conçu en prison, d'accord. Mon père a été encabané par Pétain et ses sbires parce qu'il était communiste et que Pétain pouvait pas supporter ça. Et donc il est encabané au Fort Barreau de Pontcharrat, en face de Pontcharrat. Mais il était déjà étudiant en médecine, hein, bien sûr.
Et les matons de Fort Barreau, qui ont une imagination folle, vraisemblablement, lui disent « Ah, t'es étudiant en médecine, tiens, bah voilà, c'est toi qui auras les clés de l'infirmerie. » Il s'est retrouvé avec les clés de l'infirmerie, et chaque fois qu'il y avait une visite de ma mère... Il n'hésitait pas à en profiter sauvagement. Ce qui fait qu'au bout de 9 mois, je suis né. Après une de ces visites au Fort Barreau. Et mon père a profité de cet événement pour demander une permission pour la naissance de son fils. Une permission qu'il obtient. C'était pas non plus le goulag. Hein. Une permission qu'il obtient, il revient à Grenoble. Et là, il se démerde. Tu veux que je te raconte toute l'histoire? Ah, c'est extraordinaire, l'histoire. Ouais. Et il se démerde pour venir à Grenoble et pour avoir un rendez-vous avec le préfet. En l'occurrence, il n'a pas eu avec le préfet, il avait rendez-vous avec le secrétaire du préfet, secrétaire général de la préfecture. Et il apprend que le secrétaire général de la préfecture s'adonnait à la poésie. Il s'adonnait à la poésie. Et il a fait paraître un petit bouquin de poèmes. Mon père ne fait ni une ni deux, il achète... Moi, tout ça m'a été raconté. Ouais, c'est extraordinaire. Il achète le bouquin, puis il le met dans sa poche, mais ça dépasse de sa poche. Et il a finalement rendez-vous avec ce qu'il ne savait pas, que c'était Louis Amade. Et Louis Amade lui demande la raison de ce rendez-vous. Il lui dit j'aurais bien libéré. Et là, Louis Amade, il repère le bouquin, c'est-à-dire son livre. Et il dit vous aimez particulièrement la poésie? Oh, je suis un fou de poésie, notamment en ce moment. Je viens de découvrir un poète magnifique. Et ben, il a été libéré de sa prison par Louis Amade. C'est extraordinaire, ça. Qui n'était pas encore le Louis Amade c'est quoi? Quand il est mort, le poète. Bien sûr, toutes les chansons de Bécaud qu'il a découvert. Oui, absolument. Vous l'avez raconté un jour à Louis Amade, Michel Fugain? Jamais, je l'ai pas connu. J'ai pas connu Louis Amade. Ah, c'était un personnage extraordinaire aussi. Ah bah oui. Donc le principal travail des préfectures de police, c'était de faire sauter les contraventions des personnalités. Et il y a d'autres personnes qui ont compté dans votre vie, je crois, ce sont vos grands-parents, Joseph et Marie, Michel Fugain. Ça invente pas, ça. Mon père avait des parents qui s'appelaient Joseph et Marie. Ce qui fait qu'on a pu le charrier pas mal de fois à ce sujet-là. Mais oui, mes grands-parents, en général, que ce soit paternels ou maternels, ont tenu beaucoup de place dans nos vies d'enfants. C'est volontiers et sans aucune rancune à l'égard de mes parents, puisque mes parents faisaient partie des gens qui étaient à pied d'œuvre pour la reconstruction de la France, quoi. Et tous les gens de ma génération, on n'a pas été emmerdés par les parents. Et au contraire, il y avait des combats encore. Il y a le soir à 20h, pendant un moment, quand les communistes étaient mis hors jeu par De Gaulle, je crois que c'est De Gaulle qui les a virés, les flics de Grenoble montaient pour casser du communiste et précisément du Fugain, parce que mon père était à une assez grande gueule et il leur faisait savoir qu'il les portait pas au nu. Et à 20h, parce qu'ils avaient fini le boulot, le temps de monter dans les tractions et de faire les 15 kilomètres, et mon père, à ce moment-là, prenait sa serviette et il allait faire ses visites à domicile. Voilà, c'était aussi simple que ça. Ils ont jamais attrapé Fugain. Et tout ça, c'est dans ma mémoire de môme. Est-ce que vous imaginez, cher Jacques, l'admiration qu'on peut avoir son père, qui est un combattant, qui se... Mon père qui a été... il a participé à une manifestation, je peux parler pendant des heures de mon père, hein, à une manifestation pour la viscose à Échirolles, et il s'est fait matraquer lourdement, obligé de le mener à l'hôpital.
Il arrive à l'hôpital, tous les toubibs de l'hôpital connaissent parfaitement mon père. Ils lui font un pansement digne d'un truc de Mahmoudi, énorme. Et le journaliste des Allobroges, le journal communiste de l'époque, fait une photo première page en disant Fugain s'est fait matraquer sauvagement, etc. Et partir de ce moment-là, dès le lendemain, sur les murs qui montaient, je le voyais puisque j'allais au lycée Champollion, c'est-à-dire j'avais les 15 kilomètres que je faisais en quart, nous on appelait ça les quarts, et je voyais libérer Fugain et David, parce qu'il y avait un autre mec qui s'était fait canarder qui s'appelait David, libérer Fugain David, pendant 15 kilomètres, c'était sur les murs, et c'est resté longtemps, hein. Et dans la tête d'un mot, c'est absolument prodigieux, quoi. Mon père, c'est un costaud. Et il n'était pas plus costaud que les autres, il est arrivé d'être rusé, mais il avait un avantage et dont il a profité. Et j'ai vraisemblablement profité un peu, c'est que il était commandant Mickey dans un réseau qui s'appelait Reims-Coty, et c'était un truc de renseignement, d'accord? C'était l'armée secrète, un truc de renseignement. Il savait tout de tout le monde. C'est-à-dire que quand la guerre s'est terminée, il avait des dossiers. Et s'il y avait un mec, un bourge quelconque, qui l'ouvrait ou qui voulait porter des valeurs qui ne plaisaient pas à mon père disait tu vas fermer ta gueule parce que sinon ça va aller très mal. Voilà. Vous n'allez pas fermer votre gueule puisqu'on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 7 mars 1900. Tu m'as demandé de parler, je parle. Oui, c'est très bien, mais on a tellement de choses à se dire, on pourrait faire 17 émissions ensemble minimum. Le 7 mars 67, c'est une date importante dans votre vie. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Michel Fugain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Fugain, le retour avec un nouvel album, une jeunesse incroyable et éternelle. Et oui, et on va en parler tout à l'heure. Et je reviens au 7 mars 67. Ce sont vos débuts et vos adieux à l'Olympia pour votre première. Vous êtes là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Olympia, on fait un soir, 2 soirs. Vous, à l'époque où chacun faisait 3 semaines, vous avez fait un soir. Un soir. C'est extraordinaire. Un soir. Mais tout ça s'est arrangé. Bruno m'en a jamais voulu. Il se souvenait pas. Et pourtant, je venais donc de sortir un disque, oui, etc., où il y avait quelque chose qui marchait très fort. C'est une chanson qui s'appelait Prends ta guitare, chante avec moi. Qu'on va écouter. Prends ta guitare, chante avec moi, joue fort et longtemps, chante avec moi, ne t'arrête pas. C'est une chanson qui a marché car c'était un rythme anglo-saxon très différent des rythmes. Oui, on a enregistré à Londres, hein, oui. Donc c'est tout des vrais musiciens londoniens et des mecs qui jouaient dans tous les groupes qui étaient de l'époque. Et à ce moment-là, c'était prévu que je fasse ce qu'on appelle le lever de torchon, c'est-à-dire le premier mec qui, au début du spectacle, qui devait chanter. Je devais chanter 3 chansons. Et là-dessus, l'attaché de presse me dit on peut faire Albert Resner. C'était ça, achetant des têtes de bois. Tête de bois et tendres années, ça s'appelait à l'époque. Ah oui, oui. Tête de... Putain, la mémoire, Jacques. Tête de bois, peu importe, ça se passait au Moulin de la Galette. Oui. D'accord. Et là, je vais voir Bruno, Cocatrix. Je dis, Bruno, écoutez, j'ai la possibilité de faire une émission de télévision. En direct, en plus. Oui, en direct, c'était en direct. Ouais. Donc c'est en direct. Je commence l'émission et si je le fais à 8h30, à 9h moins le quart, je suis là. Or ça commençait à 8h30. Je dis, est-ce que vous me permettez d'arriver et de chanter à 9h moins le quart, quoi. Et là-dessus, intransigeant. Non. Et j'ai dû me mettre quelque part. Il savait pas encore que la télévision, ça servait le spectacle. Ouais. Donc il a fait son nom de patron de spectacle. Donc, j'ai chanté un soir et je ne suis pas retourné le lendemain. Mais ça s'est arrangé ensuite. Il se trouve que cette émission d'Albert Resner, c'était votre première télé importante. Oui. Et les Charlots aussi ont débuté dans cette émission avec Il a gagné le yo-yo en bois du Japon, avant de faire la carrière qu'on connaît. Je connaissais pas ça. Alors, la guitare, vous l'avez commencé, justement, je crois que c'est en arrivant à Paris.
Je suis arrivé avec une guitare, oui. Mais j'ai commencé avant en chantant Michael Row, The Boat Ashore, Alléluia, tu vois, les trucs à la con. Voilà. Mais je savais rien faire. Mais en même temps, vous avez appris, et votre première chanson, qui a eu un succès d'estime en France, est devenue un succès international. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. John Rawls, qui a chanté If I Only Had Time, qui Australien. est un néo-zélandais. Néo-zélandais. Oui, qui continue à chanter aujourd'hui d'ailleurs, qui a été fait commandeur de l'ordre britannique, est né de la Nouvelle-Zélande, et qui a fait son plus grand succès, c'est l'adaptation de Je n'aurai pas le temps. Il a cartonné très fort. Il a cartonné très très fort. Oui, en fait, ça, je l'ai pas fait avec une guitare. J'ai fait avec un piano. Je vivais chez des gens, des gens pour lesquels j'ai gardé un amour immodéré et dont un des fils qui s'appelle Georges Sandrès, qui est mon frère, un frère. Et il y avait un piano. Et juste avant de passer à table, j'arrivais de là où je bossais la journée, c'est-à-dire les éditions Barclay, les nouvelles éditions Barclay. Vous faisiez des chansons. Où je faisais des chansons toute la journée. Puis j'arrive là-bas, et entre-temps, et là je te donne, c'est pratiquement un scoop parce que personne me l'a jamais fait dire, et personne s'en est rendu compte. Dans ma petite bagnole, j'entends le petit tambour. De la Moscourie. Qu'est-ce que c'est joli ce truc-là. J'arrive à la maison des Sandrès et je me mets au piano et puis je cherche un truc. J'essaie dans un premier temps de retrouver comment je peux accompagner. Et là, je commence à faire bon ding ding bam ta da da pa ba da da da. Jamais personne n'en a parlé, et il y a une filiation directe. Et d'ailleurs, je crois que Pierre Delanoë a écrit les paroles. C'est une de vos premières collaborations avec Delanoë. C'est la première qui compte en tout cas. Ouais, voilà. C'est la première qui compte vraiment. Il écrivait sur des grands cahiers. Moi, un jour, il m'a montré ses albums et toutes les paroles des chansons à la main. Ah oui, absolument. Toutes ces chansons à la masse, je les ai revues il y a pas longtemps, car Sylvie, sa fille, a tout donné ça dans une espèce de musée à Deauville. Tout à fait. Où il avait sa maison et le terrain de golf à côté. Et son golf. Oui, car il n'écrivait jamais une chanson sans qu'il y ait un terrain de golf à côté. Jamais. Il se démerdait toujours. Mais là aussi, c'est un apprentissage parce que Pierre Delanoë et Claude Demel sont parmi les plus grands auteurs de chansons. C'est une complicité qui est née, vraiment, Michel Fugain, avec vous. Ah, c'est plus qu'une complicité. J'étais son galopin. Il m'appelait son galopin. Je n'avais pas non plus l'âge d'être un galopin. J'étais son galopin. Il y avait une espèce de filiation assez chaleureuse. Alors qu'il était ouvertement un homme de droite et qu'il m'a toujours considéré comme un crypto-gauchiste, mais j'ai toujours considéré aussi que il était assez content d'avoir un fils un peu gauchiste, un fils adopté un peu gauchiste, et qui se rebelle contre l'ordre établi qu'il défendait. Il se trouve aussi que cette chanson, Je n'aurai pas le temps en version anglaise, vous l'avez découvert un jour dans une série américaine, Michel Fugain, joué par un pianiste. J'étais chez mon papa. J'ai découvert 2 trucs chez mon papa, si ça t'ennuie pas. J'ai découvert 2 trucs. Dans une série américaine, il y avait un mec au piano, genre piano bar, et il jouait If I Only Had Time, puisqu'il connaissait sûrement pas la version originale. Et avec mon père, il dit papa, tu vois, pour montrer à mon père que je faisais pas n'importe quoi, alors qu'il savait pas du tout quel genre de métier c'était. Et une autre fois, je suis encore chez mon père, à part les grands moments, on a marché sur la lune et tout ça. J'étais au mois de février, période des carnavals. Et il passe toujours des trucs sur les carnavals à la fin du mois de février.
Et on voit le carnaval de Rio, avec les écoles de samba, ce sont des écoles de samba qui défilent, et il y en a une qui défile en chantant Você Abuso, qui est la version originale de Fais comme l'oiseau. Et on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Et il y a aussi une autre chanson de Pierre Delanoë qui est importante parce que je crois que vous avez été un pionnier de l'écologie. Regarde les rues de la grande ville. Regarde les murs de la Alors, grande cet album est innovant parce que pour la première fois, il y a des chanteurs et des chanteuses comme Nicole Croisille, comme Esther Galil, qui viennent dans l'album, ce qui ne se faisait pas. Non. Et ensuite, ça a été une comédie musicale. Et en plus, ouais, c'est ça, parce qu'il y avait une trame, il y avait une trame, et c'est Pierre qui a été un peu le promoteur de l'idée. Puis il dit, j'ai un pote, il parlait de Pierre Sisser, qui lui avait réalisé toute la série des... les Saintes Chéries ou quelque chose comme Les ça. Saintes Chéries, oui. Hein, c'est ça. Qui était le premier feuilleton où Daniel Gélin et Micheline Prel, exclus du cinéma, venaient à la télévision. Absolument. Et puis il a prévenu Pierre Sisser, et Pierre Sisser est arrivé un jour, et Pierre lui dit Pierre, il faudrait que tu fasses quelque chose avec ça. Et on est parti sur l'idée d'une comédie musicale, d'une histoire musicale, quoi, c'est ça. Et L'Enfant dans la ville, ça s'appelait L'Enfant dans la ville, parce que regarde les rues de la grande ville, etc. Et l'enfant, c'était moi, je te fais la totale, là? Ah oui. C'était moi, il avait une copine dans le film, et ça a été Marie-Rose, qui était allemande, une vedette allemande. Elle avait déjà un show, c'est ce qu'elle me dira à la fin du tournage. Quand on a terminé, elle dit, on avait chanté 2 chansons, 2 duos. Elle me dit, pourquoi tu viens pas dans mon show? Et on va chanter les 2 chansons. Ce que j'ai fait, elle m'a invité un petit peu plus tard. Et là, pendant les répétitions, je suis dans les gradins, bien sûr. Moi, j'attends que je puisse travailler. Et là, je vois un groupe qui passe. Et c'était tous des transfuges de Air, Allemagne. Ça s'appelait les Lesson Free Singers, pour l'occasion. Et je les regarde faire, il y a une putain d'énergie. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je suis rentré à Paris. Le lendemain matin, j'étais avec Roland Bismuth. Et je dis, Roland, je veux faire une troupe. Et ben voilà. Et on va en parler tout à l'heure avec une autre date qui est aussi importante parce que vous n'avez pas fait qu'une troupe, vous avez aussi aidé des artistes. On va évoquer la date du 19 janvier 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Fugain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Fugain, éternel jeune homme avec ce nouvel album qu'on va découvrir dans quelques instants. Vous êtes un modèle dans la chanson française et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Et je reviens à une date, le 19 janvier 1981, une télévision qui permet de découvrir une petite nouvelle qui va devenir une grande. L'Atelier Fugain, où pour la première fois, vous accueillez Mimi Mati, c'est sa première télévision. En fait, c'est dans Mi Fugue Mi Raison. C'est en 81, c'était un documentaire qui retraçait la vie de l'Atelier Fugain à Nice. Et là, il y a Mimi Mati qui est là et on ne l'a jamais vue. Absolument, elle est là, il y a tout le monde. Mais je ne sais pas si c'est avant André, comment il s'appelait? André Laxman, peut-être. Oui. Hein? Je vois un signe de tête de ma femme. André Laxman, qui vient tourner, effectivement, autour de l'atelier. Et je crois que c'était pour une télévision suédoise ou norvégienne. Oh, tout à fait. Hein? Et effectivement, Mimi est là. Et donc, ça intrigue les gens qui voient. Alors que moi, je passais mon temps à dire à Mimi, attention, hein, t'es normal, t'es une grande, hein. Vous lui avez dit sans arrêt, reste tel que tu es. Ah mais absolument, absolument. Et puis elle a su le faire, et puis elle a fait la carrière qu'elle a fait. Et c'est bien comme ça. Mais effectivement, et après il y a eu un Mi Fugue Mi Raison de Patrice Laffont. Oui. Qui est venu tourner. Patrice c'est mon pote, alors donc c'était un peu particulier, mais c'était très agréable de faire ces trucs autour de l'atelier, ouais. Voilà. Et sans vous, sans vos conseils, Mimi Mati ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est clair, Michel Fugain. Je suis pas si sûr que ça, parce qu'elle arrivait d'un truc de vacances ou quelque chose comme ça, le VVF, oui, je crois. Elle arrivait du VVF où elle était animatrice et animateur comme les animateurs des camps de vacances, quoi. Ouais. Et elle avait quelque chose chevillé au corps elle avait déjà essayé de me choper à Lyon
quand on était au parc de la Tête d'Or, on restait une semaine. Elle est venue pratiquement toute la semaine. Et elle est venue, elle me dit, je voudrais faire partie du Big Bazar. J'ai dit, ma cocotte, tu fais quoi là? Elle dit, je suis en sciences économiques ou quelque chose comme ça. J'ai dit, tu vas terminer tes études et puis on verra plus tard. Et quand me suis installé, quand j'ai installé l'idée de l'atelier au studio de la Victorine de Nice, qui j'ai vu arriver avec papa et maman, c'était Mimi Mati qui est venue avec ses parents, et on a vécu des très beaux moments. Pour moi, c'est un des moments les plus chouettes de ma vie, les plus tendres, avec ces 60 mômes. Il y en a qui étaient plus des mômes, mais 60, je dis vampires, parce qu'ils m'ont planté les dents, et il fallait que je sorte tout ce que j'avais. Hein. Ils m'ont pompé la substantifique moelle, mais je me suis laissé faire avec un plaisir indicible. J'étais content, parce qu'il faut savoir un truc aussi, parce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'en apprenant ou en passant les témoins, on réalise tout ce qu'on sait. Et c'est à la fois bénéfique, et ça s'est avéré difficile par la suite, parce qu'il y a un moment où j'avais plus rien, j'étais fini, j'étais vidé comme une baudruche, et il a fallu que je prenne 5 ans de vacances. Alors la Victorine, je crois, Michel Fugain, c'est né sur un coup de foudre. Vous êtes à Nice et vous découvrez ce lieu et vous dites, je veux être là. C'est un coup de foudre. Là, je suis obligé de te reprendre. C'est en fait Pierre Sisser, qui travaillait à la Victorine. Il tournait un truc à la Victorine, donc en contact avec le monsieur qui était propriétaire amphithéotique parce que c'était un truc comme ça, c'était un bail amphithéotique, qui ne connaissait strictement rien au cinéma et rien à mon métier, rien, mais il était bourré de bonnes intentions, monsieur Guilhem. Et Pierre vient, il revient de Nice, il bouffe à la maison, et il me raconte ça, et là je lui dis, putain, mais c'est exactement l'endroit où on peut faire une école, quoi. C'est l'endroit où on peut faire un truc où on travaille, un atelier de travail, c'est-à-dire où des jeunes artistes se cherchent, se trouvent, etc. Et il me dit, ah bon, ça t'intéresse? Je dis, j'avais rien à foutre. Voyons voir. Il est allé, il en a parlé à Monsieur Guilhem. Monsieur Guilhem, il a fait, c'est tout de suite. Il a fait. Mais il vient immédiatement. Je lui donne un studio. Il nous a préparé un studio. Il a fait un plancher de 44, de 10 mètres sur 10 mètres, et installé, pardon micro, excuse-moi, et installé un miroir sur toute la longueur du studio. C'était incroyable, quoi, le délire. Un piano. Et allons-y. Et là, les auditions ont commencé. C'est un des plus beaux moments de ma vie, ouais. Alors, les premières auditions, c'était bien avant pour le Big Bazar à Bobino. Vous avez vu apparaître 200 personnes, alors vous pensiez avoir une dizaine de personnes, Michel Fugain. Ben oui, je savais pas. Il y avait pas. En plus, il y avait pas toutes ces émissions. Star Academy, voilà les trucs. The Voice, etc. The Voice et machin. Il y avait pas. Donc on n'avait pas de critères. Et c'est Roland de Bismuth qui, lorsque je lui ai dit je veux faire une troupe, elle dit oui Michel. Et comment on fait? Et elle s'est mise au charbon tout de suite. Elle a passé le mot à des journaux de jeunes. Salut les copains, l'âge tendre, etc. Podium, etc. Podium, je suis pas sûr que Podium existait déjà. Si, c'est ça. Eh ben Podium, pareil. Et on s'est retrouvé avec une enfilade de gens dans toute la rue de la Gaîté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis aperçu que j'étais très, très, très mauvais au niveau de l'audition. Je savais pas ce qu'il fallait faire, alors je les faisais parler. Il y en a qui se sont détachés immédiatement. Et d'ailleurs, ils ont fait partie du Big Bazar. Hein. Big Bazar qui s'appelait La Troupe au départ. Ça s'appelait La Troupe. On ne savait pas comment appeler. En fait, je ne l'ai appelé que parce qu'il fallait un truc sur le premier 45 tours de cette affaire, c'est-à-dire de la belle histoire. Voilà. Et c'est là où ça s'appelle Fugain et le Big Bazar. Pour moi, c'était un bazar humain. L'explication, c'était un bazar humain. Au contraire de tout ce qu'on voyait en télé, à savoir des ballets, ils avaient tous le même costume, machin. Là, c'était le bordel. C'était le bazar humain. Et j'ai fait
tout ce qui était possible pour garder toujours ce bazar humain. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui ressemble à l'autre. Et on s'est proposé des trucs, puis en rentrant à la maison, bazar humain, le grand bazar, grand bazar de l'hôtel de ville, c'est pas possible. C'est là où j'ai proposé, et Big Bazar, et là... Ils n'ont pas sauté au plafond, hein. Mais ils ont dit, ouais, pourquoi pas. Et là, Michel Fugain, l'Olympia, rentre encore en ligne de jeu, puisque Doudou, je crois qu'il était dans les coulisses, quelqu'un de très important. C'était le régisseur. Il vous suggère d'aller voir Bruno Coquatrix pour avoir un lieu. Le 4e étage. Ah non, mais ça, tu veux dire... pour la répétition. Pour la répétition. Oui. Mais j'ai vu directement Bruno. Oui. Je le vois dans... Mais Doudou, vous avez glissé à l'oreille que ce lieu était libre. Ouais. Ah oui. Et je vois... mais je le prenais pas en compte. Ouais. Et je vais voir, et je crois bien que j'allais voir Doudou. Oui. Mais Bruno est dans la petite courette, tu sais. Oui. Il y avait une petite courette qui était là. Il était là, dehors. Et j'ai dit, Bruno, comment allez-vous, etc. Je pensais qu'il allait m'en vouloir pour le fait que j'avais fait 15 jours au lieu des 15. Mais non, il s'en souvenait même pas. Et je lui dis que je suis en train de chercher un endroit pour répéter pour une troupe. Et là, il me fait, mais pourquoi tu prends pas le 4e étage ? Pourquoi tu prends pas le 4e étage ? Il dit, je peux rien en faire parce que le plancher est abîmé. Effectivement, le plancher du 4e étage était abîmé dans un coin où jamais personne n'est allé. Mais les lattes du plancher étaient disjointes et tout. Il pouvait pas assurer le lieu. Il pouvait pas assurer. Donc il nous l'a filé, chauffé, éclairé. On travaillait de 20h à minuit tous les soirs. Le seul mécène du Big Bazar, c'est Bruno Coquatrix. Et c'est le début justement d'un beau roman. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Texte écrit en 1 heure. Vous n'étiez pas convaincu au départ. Vous vouliez quelque chose de plus rock'n'roll, je crois, Michel Fugain. Oui, au départ, je pensais que c'était très californien. Alors, tu vois, donc Pierre n'était pas la formidable adresse pour avoir un truc très californien. Donc, il m'a rendu un truc très franco-français, franco-franchouillard, avec l'autoroute au lieu de la route 66, de Road 66. Et oui, mais j'ai hésité parce que c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Le mot romance, je l'avais un peu en travers, mais bon... Quand tu disais ça, et puis elle fait, ben non, c'est très bon. Les résultats, ça a été très bon, ça a marché. C'est lui qui avait raison. Mais le phénomène du Big Bazar est unique dans l'histoire. C'est-à-dire que des gens venaient 10 fois. Beaucoup de gens, le premier spectacle de leur vie qu'ils ont vu, c'est le Big Bazar, Michel Fugain. Bon, mais toute la journée, moi, je rencontre des gens. Mais c'est fou. Comment expliquez-vous ça ? J'en sais rien. Je sais pas l'expliquer vraiment. Ou je crois que c'est la création de ce qu'il fallait au bon moment. J'essaie de l'expliquer vaguement, politiquement, économiquement. On était sorti de 68. Il y a eu un séisme planétaire, parce qu'il était planétaire, aux États-Unis, dans les pays de l'Est. Ça a bougé partout. Et je garde l'impression que le commerce, l'argent du monde, la finance mondiale n'a pas su pendant un moment par où prendre les peuples. Parce qu'ils se sont pris des gifles, hein, quand même. Hein. Ils savaient pas par où les prendre. Et pendant un moment, il y a eu une espèce de calme plat. Et nous, on est dans ce calme plat. Et c'était exactement ce que les gens avaient envie, vraisemblablement, envie d'entendre. C'est-à-dire des trucs qui étaient à la fois légers, mais qui porteurs d'espoir. Et ils ont adhéré. Les adultes étaient contents que leurs enfants aiment ça, parce que c'était pas sale, quoi. C'était plutôt, les textes sont plutôt intelligents, bien que
très populaire. Hein. C'est dû à Pierre et à Maurice aussi, parce que Maurice Vidalin, il avait un côté, une plume qui pouvait être très populaire. C'est le bon moment. Et les gens ont aimé que... J'ai eu des familles entières. J'ai eu des samedis qui venaient me faire signer, quoi. Des familles entières dont ouvertement c'était des prolos. Et je réfléchissais, je dis putain. Et ils venaient me faire signer comment on appelle ça, le programme. Le programme, oui. Le programme. Ils venaient me faire signer le programme. C'est-à-dire, tu fais le compte. Ils sont 7 là. 7 places. Môme ou pas, 7 places à l'Olympia, ça coûtait des sous. Oui. Et en même temps, ils achètent le programme. Et c'est là où tu te dis, un peuple normal, qui se regarde pas le nombril, c'est un peuple normal, avec des gens qui ont des difficultés financières, ils peuvent choisir un spectacle dans l'année. Et là, ils se lâchent. Mais ils se lâchent, c'est-à-dire ils ont envie, il faut que ça corresponde à quelque chose qu'ils apprécient vraiment, quoi. Et là, d'un seul coup, ils viennent du grand-père aux petits-enfants, d'accord ? Des grands-parents aux petits-enfants. Moi, ça m'émeut encore. Mais les générations d'aujourd'hui, je peux vous le confirmer, chantent encore le Big Bazar et les 5 années de chansons. Oui, mais je le dis tous les soirs. J'étais hier soir sur scène et j'adore ça. Je leur dis, les enfants, vous savez que le Big Bazar, c'était il y a 50 ans. Eh bien, 50 ans après, il y a un nouvel album qu'on va évoquer à travers la date du 25 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Fugain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Sud Pessis. Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Fugain. On a parlé du passé, maintenant le présent. Mais tu sais bien que je te dirai tout, Jacques. Oui, je sais. Le 25 septembre 2024 est sorti un nouvel album. Et cet nouvel album, on va en parler longuement et on va commencer par écouter le premier extrait, La rue du temps qui passe. Du temps qui passe, y a un chêne qui a 2000 ans passé. Et sur la place de l'église abandonnée, y a le grand sablier. Et on y va Alors, ce qui est extraordinaire, Michel Fugain, c'est qu'on écoute cet album aujourd'hui. Bon, vous avez 20 ans et 4 fois plus tôt qu'une, faut le dire. Et c'est le même son, la même voix. Et ce sont des mélodies et des paroles. C'est un miracle. Non, je ne pense pas que ce soit un miracle. Je pense pas que ce soit un miracle. Je pense que c'est un album très Fugain. La rue du temps qui passe, c'est pas moi qui ai écrit le texte, j'ai demandé ce texte-là. C'est-à-dire, j'ai demandé un truc sur une rue, pensant à quelque chose qui va forcément t'avoir, tu vas l'avoir dans la tête. Une pub qui m'a toujours ému. Il y en a 2 qui m'émeuvent. Une pub qui m'a toujours ému, c'était la rue, c'était pour une assurance ou quelque chose comme ça. Et on passait de génération en génération dans la rue. Ça avançait comme ça. Oui. Et j'adorais le principe même du passage de témoin de génération. Et il y en a une autre que j'ai vue il y a encore pas longtemps, où le père apprend à son fils à rouler sur un vélo qui a les petits trous derrière, puis finalement le garçon grandit, et un jour c'est lui qui est obligé d'aider son père. Et alors tout ça... Moi, ça m'émeut, tu peux pas savoir. Mais je suis midinette. Hein. Oui, mais nous, on est émus par cet album parce que le rythme est intact, la voix n'a pas changé. C'est extraordinaire, Michel Fugain. Oui, mais tu sais, je chante tout le temps. Hein. Et les cordes vocales, c'est 2 muscles. Hein. Oui, mais et les mélodies? Il n'y a plus de mélodies aujourd'hui. Ouais, mais ça je sais, on est quand même quelques-uns dans la chanson française à être mélodistes. Je pense à Laurent Voulzy, je pense à Julien Clerc qui a fait des mélodies magnifiques. Magnifique. Donc on est quelques-uns. C'est un témoin que les jeunes générations semblent n'avoir pas pris. C'est dommage pour eux, parce que, comme le disait Pierre Delanoë, l'important dans une chanson, c'est la musique. Et puis, on a besoin mais on a besoin des paroles pour s'en souvenir. Et je persiste à croire qu'il a raison. Ce qui est important, c'est ce qu'on siffle. Ce qui est important, c'est ce qu'on chante, qu'on hurle sous sa douche. C'est ça.
Mais Piaf disait, une chanson est célèbre quand le petit télégraphiste la fredonne ou la siffle dans la rue. Ben oui, mais C'est exactement ça. C'est ça, c'est lorsqu'elle est passée de bouche à oreille, lorsqu'elle est rentrée c'est vachement difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce que tous nos peuples sont sollicités par tellement de sources, que ce soit des sources directes pour les radios, que ce soit des sources indirectes avec le web. Il y en a de partout, quoi. Le nombre d'heures que les gens peuvent passer sur les réseaux sociaux à faire du scrolling, c'est quand même un peu spécial. Oui. Donc c'est vachement difficile de faire entendre sa voix. Le deuxième type de combat en ce qui concerne les mecs de ma génération, d'abord ils pensent tous que je suis mort. Je peux confirmer le gars, contraire. non, les mecs, non. Et c'est de passer au milieu de ça parce qu'il y a une espèce de jeunisme ambiant. Je comprends pourquoi il y a jeunisme, on est bien d'accord. De jeunisme ambiant qui font que, non, il y a des radios j'ai entendu puisque j'ai le rapport de tout ça, qui passeront jamais le disque, simplement parce que je suis un créateur, parce que je suis un créateur de chansons plus qu'un chanteur. Je suis un créateur de chansons d'avant les années 80, d'avant 80. Je trouve ça une connerie épouvantable, quoi. C'est-à-dire, c'est d'une bêtise, d'autant qu'ils savent, je pense à certaines radios qui ont plongé, parce qu'ils ont eu ce type de politique, ils savent pas que les jeunes n'écoutent pas la radio. Ils savent pas ça. Et on écoute Sud Radio sur YouTube maintenant parce qu'on a presque 1 million d'abonnés, et on diffuse vos chansons, la preuve. Paris, ville des amoureux, Paris, qui flâne en amoureux le long de la Seine, qui savent que Paris... Alors là, un hommage à Paris, à un Paris qui n'existe plus, Michel Fugain. Alors, il y a un débrief est nécessaire. Oui. Cette chanson, elle a 22 ans, hein, mon amour. Oui. Elle a 22 ans. Je l'ai faite pour Sanda, qui chante magnifiquement bien. On venait de se connaître. La femme de votre vie. Voilà. Hein, oui, c'est la femme de ma vie. On s'était dit, bon, je vais faire des chansons, puis on va te produire. Entre-temps, on a capoté, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, et il y a eu des priorités. Donc ça s'est pas fait, puis finalement ça ne s'est jamais fait. Cette mélodie, je l'ai retrouvée il y a 3-4 ans, dans mon ordi, et j'entends, j'avais que la mélodie, puisque le texte était pas, il servait plus rien, puisque c'était un texte de fille. Et je dis, putain, mais la mélodie, j'adore. Je me mets sur le coup, ça s'appelait Paris. Oui. Et je dis, il n'y a pas de raison que ça s'appelle pas Paris. Et là, je vais sur le net aussi, je cherche les chansons sur Paris. Oui. Et il y a toutes les anciennes chansons sur Paris, du monde. Très bien, formidable, on les connaît tous. Et puis il y a les nouvelles. Et c'est Paris tu pues, Paris je t'aime plus, Paris Paris c'est fini entre nous. Et j'ai dit mais c'est pas ça, moi j'ai envie de faire une chanson sur le Paris. Je l'ai entendu en plus pendant les Jeux Olympiques, il y avait une pub Paris ville des amoureux. Ils n'avaient pas la chanson derrière, mais je fais ça. Je dis bon alors et je mets Claude qui était l'auteur original, Claude Lemel, qui a fait les couplets. Il a pas fait le refrain. Le refrain je l'ai fait moi. Et on a travaillé ça, ce Paris là. Et quand on a eu fini les enregistrements et que Paris s'est retrouvé très vite fini, terminé. Et j'ai prévenu tout le monde, je ne ferai pas de promo sur Paris, les mecs. Je vous le dis tout de suite, pour moi, Paris, c'est cadeau. C'est-à-dire, je fais cadeau d'une ville sur Paris, d'une ville à propos de Paris. Je fais cadeau à Paris, ou au monde entier, mais c'est un cadeau. Je ne ferai pas, et je suis très emmerdé pour la mettre autour, par exemple. Il faut que je trouve une astuce. Je crois que je l'ai trouvée. Bon, on verra sur ça, parce qu'il y a une tournée, il y a Bobino aussi. Oui, il y a Bobino, oui. Au mois de janvier. Les lundis de Bobino. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la deuxième chanson de l'album. Il y en a une troisième aussi étonnante, c'est Les Chimères. Et les chimères de nos jeunes années cherchent encore la lumière, cognons comme des papillons de nuit
encore, c'est du Fugain pur et dur, le village gaulois qui résiste à l'envahisseur, car il n'est pas question de changer quoi que ce soit dans vos mélodies, dans votre rythme, Michel Fugain. Non, j'ai pas à changer quoi que ce soit. Je peux pas être plus vrai en chantant des mélodies qui me viennent et qui ne sont pas truquées, pas trucardes, voilà. Qui sont des mélodies. Après, qu'est-ce qu'on y met dessus ? Bah effectivement, les chimères, par exemple, ce refrain-là, je l'avais depuis pas mal de temps. J'avais pas les couplets intérieurs. On avait 30 ans à peine. Et de ce coup, les chimères, c'était quoi nos chimères ? Le Big Bazar, ça n'est rien qu'une chimère, d'accord ? Je parle de cette époque-là. Oui, on faisait l'amour et pas la guerre. On faisait l'amour et pas la guerre. Et c'était un clin d'œil aux hippies en même temps, à la fin des hippies, à d'autres choses. Oui, mais on n'a jamais été hippie. Moi, je rectifie toujours. Moi, à cette époque-là, les mecs, jetez-moi des pierres, mais pas trop fort, si vous voulez. Mais à ce moment-là, je portais des manteaux de loup et je roulais en Porsche. Oui. Donc, pas déconner, quoi. Me mettez pas une image que je n'avais pas. J'ai jamais été hippie. Le Big Bazar n'était pas une communauté où on se lavait les dents ensemble sur le même évier, non. C'était une troupe. C'est plus un kibbutz que n'importe quoi d'autre. Et dans cet album, il y a aussi une chanson qui symbolise l'éternité pour vous, un nouveau départ. On parle d'espoir dans cette chanson, mais il y a un mot qui est cher à votre cœur, Michel Fugain, c'est espérance. Ouais, parce qu'on dit souvent espoir, ça revient souvent le mot espoir, et finalement je le trouve un peu court, le mot espoir. L'espoir, d'autant qu'il fait partie de la vie courante de chacun, du quotidien de chacun. On ne peut avoir l'espoir pour le lendemain matin, d'accord. L'espérance me paraît plus être le vrai mot. C'est-à-dire, l'espérance, c'est forcément à longue échéance. Ouais. C'est l'espérance de quelque chose qui n'est pas là, l'espérance en une vie meilleure, c'est la grosse espérance. L'espoir en une vie meilleure, on est à deux doigts de dire... Mais l'espérance ne vous a jamais quitté tout au long de ce parcours. Parce qu'il y a des moments heureux, d'autres plus difficiles. Non, ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Mais j'aime l'idée. Ça m'a jamais quitté. Pourquoi ça m'a jamais quitté ? En fait, je suis tellement fataliste comme mec. On pourrait dire Fugain le fataliste. Je suis fataliste, moi. Ce qui vient, vient. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais possiblement. Mais je sais que je continuerai à vivre le lendemain matin. Je sais que je continuerai à vivre l'année d'après. Et je sais que là, je continuerai à vivre encore pendant un petit paquet de temps. Hein. Le plus longtemps possible, avec des chansons aussi fortes que celle-ci. Pour ceux qui ont gardé la flamme, je chante. Pour changer le dépit en espérance. Pour tuer le silence, je chante. La musique. C'est presque votre Marseillaise personnelle. Pourquoi je chante ? Parce que je me suis posé la question. Oui. Quand au bout de 60 ans de métier, t'as 82 ballets, c'est ce que je dis exactement aux gens qui sont dans la salle et que je retiens. Je dis restez debout mais ne partez pas. J'ai un dernier mot à vous dire. Et puis je leur fais cette chanson. J'ai la voix qui a des difficultés à sortir tellement je le dis avec c'est de l'émotion pure. Et oui, c'est ça. C'est pas ma Marseillaise parce que je suis pas un mec à chanter et à jouer la Marseillaise, mais c'est ma vérité, quoi. C'est les mecs. J'ai pas autre chose à offrir que ça. Je tiens pas à offrir autre chose. Je suis pas un mec de mot d'ordre. Je soutiens qu'on est des artistes. On n'est pas des combattants. Faut pas nous faire venir pour nous mettre au milieu de la manif. C'est pas notre place. On est là. Par contre, c'est ma place si je fais le chiffon rouge et qu'il y a des prolos qui défilent pour leur dignité. Et là, oui, prenez le chiffon rouge. Je vais pas vous le chanter. Si on se retrouve ensemble,
bah, je vais vous le chanter en privé ou dans la bande de copains qui est là. Mais c'est eux qui chantent. Ils chantent le chiffon rouge. Oui, et en même temps, vous chantez depuis 60 ans ce que vous n'auriez jamais imaginé quand vous avez débuté, Michel Fugain. Oh ben ça, jamais. jamais, mais j'y pensais pas non plus. Ça me turlupinait pas. Je fais partie d'une génération qui a été tellement privilégiée. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait que dalle. On était persuadés qu'on allait toujours trouver quelque chose, son chemin. Si je ne découvre pas la musique, j'aurais continué dans le cinéma, d'accord ? Oui. Donc je serais un metteur en scène à la retraite. Et vous êtes toujours dans la note, justement, grâce à cet album. Album donc qui est suivi d'une tournée dans toute la France, parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça, d'une série de représentations à Bobino. On attend d'autres choses, parce que vous n'allez pas en rester là non plus, Michel Fugain. La série de Bobino, c'est les lundis de Bobino. Oui. Alors c'est né comment ? Parce que quand on a décidé de cette tournée, enfin la tournée après l'album, ils se sont mis à chercher logiquement, c'est un métier comme ça, une salle, une grande salle. Tout. Non, putain les mecs, pas une grande salle. Je veux voir les gens, moi. Si je les vois pas, je meurs. Et il me faut une jauge humaine. Et je sais que j'avais fait déjà 2 fois Bobino. Et je dis, pourquoi on fait pas plusieurs soirs Bobino ? Et là, il se tape le front, il fait « Damned ». Et ils ont demandé, et c'est parti sur 4 soirs. Oui, et on a appelé ça, et j'ai appelé ça les lundis de Bobino. Ouais. Je trouve ça sexy, moi. Et ce qui est aussi très beau à écouter, c'est cet album, La vie, l'amour. On dirait un titre à la louche. Merci de l'avoir composé, merci de l'avoir enregistré. Et puis continuez le plus longtemps possible et revenez quand vous voulez, parce qu'on a tellement de choses à se dire, Michel Fugain. Je reviens quand tu veux, mon Jacques. Et bien, à très vite alors. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.